Pourquoi ça fait ploc? Cette question implique de savoir ce qu'il se passe quand une goutte d'eau tombe sur une surface. En gros, c'est quoi la suite d'événements qui aboutit à la génération du son ploc? Parce que si on y réfléchit 2 secondes, pour produire un son, il faut faire trembler de l'air. Et du coup, c'est quoi? C'est la goutte d'eau qui fait trembler l'air autour d'elle? En fait, non. C'est un peu plus compliqué que ça. Et aujourd'hui, je vous raconte comment une équipe de chercheurs du Mans a réussi à montrer comment une goutte fait ploc. Mais avant, pour bien comprendre ce qu'on cherche à comprendre, quand on entend un son, c'est que quelque part un objet s'est mis à faire vibrer l'air autour de lui, en vibrant lui-même par exemple. C'est la source du son. Puis ce son se propage, la plupart du temps il arrivera identique à vos oreilles, simplement moins fort. Je dis bien la plupart du temps. On discutera de cas où la propagation du son est bizarre, mais dans d'autres vidéos. Du coup, tu peux t'abonner et puis comme ça tu vois la vidéo et tout ça. Alors, si la propagation ne change pas le son qu'on entend, pour savoir pourquoi ça fait ploc, il faut connaître la source qui a généré le son. Retrouver quel objet a fait vibrer l'air autour de lui en fait. Alors, pourquoi ça fait ploc? C'est la question que s'est posée une équipe de chercheurs de notre université. Et pour répondre à la question, ils ont fabriqué un outil permettant de capturer le son de la goutte. Charlotte a rencontré Gauthier Gillot. Il est en doctorat à l'université du Mans et en thèse, Gauthier s'intéresse au bruit des gouttes d'eau. Donc nous sommes ici au laboratoire d'acoustique de l'Université du Mans et j'ai la chance d'être avec Gauthier. Alors est-ce que tu peux te présenter un petit peu, Gauthier? Bonjour, je m'appelle Gauthier Gillot, je suis en troisième année de thèse au laboratoire d'acoustique ici. Et voilà, je fais ma thèse sur le bruit des gouttes. Alors ce qu'il y a de nouveau déjà, c'est l'aspect un peu fondamental, c'est que le bruit fait par une goutte quand ça tombe sur un liquide n'est pas encore hyper bien compris. Et le côté un peu novateur, c'est qu'on va essayer de voir, en modifiant les propriétés du liquide, si ça impacte sur l'acoustique et si on peut réussir à avoir des indicateurs acoustiques sur les propriétés du liquide. Et alors qu'est-ce que, en termes de manip, tu as pu apporter de nouveau dans ce domaine-là? Alors en thème de manip, déjà, on fait une vidéo de l'impact et cette vidéo est synchronisée avec une mesure au microphone et une mesure à l'hydrophone, donc le Alors son dans qu'est-ce l'air que et c'est dans qu'un l'eau. hydrophone du coup? Alors qu'est-ce que c'est qu'un hydrophone? C'est comme un microphone, mais pour l'eau. En fait, si vous mettez un microphone dans l'eau, ça va pas très bien marcher, donc c'est adapté pour mesurer le son dans l'eau. Alors du coup, est-ce que tu peux nous montrer et nous expliquer un petit peu chaque étape pour mesurer le bruit et la vidéo d'une goutte d'eau? Très bien. Alors déjà, ça va partir de l'ordinateur central, où il y a tout un algorithme. Donc d'abord, en lançant le programme, on va envoyer un signal au pouce-seringue ici, donc qui va commencer à pousser la seringue, ce qui va pousser du liquide au bout du capillaire ici. Donc au bout d'un moment, une goutte va se former et se détacher. Cette goutte va être détectée par le petit détecteur infrarouge ici, qui est galère. Donc c'est d'une part le détecteur infrarouge qui va vraiment lancer la mesure synchronisée pour l'acoustique et la vidéo. Ce détecteur, voilà, quand on fait passer un objet transparent qui est une goutte devant ce détecteur-là, ça ne marche pas forcément très bien. Donc il a fallu un peu bricoler, mettre un petit objet pour réfléchir un peu, trouver le bon angle. Parfois, voilà, ce n'est pas un détecteur vraiment très performant, donc il y a des petits ratés. Cette détection va envoyer un signal à l'ordinateur pour lancer la mesure à la caméra rapide, au microphone et à l'hydrophone. Donc le lancement des mesures est synchronisé pour pouvoir après remettre les pistes ensemble. Et donc cette goutte va tomber dans le bocal ici et toutes les mesures vont être enregistrées par l'ordinateur. D'accord. Alors est-ce que tu peux nous parler un peu de ces résultats que tu as pu avoir? Alors qu'est-ce qu'il y a eu de vraiment nouveau dans cette thèse jusqu'ici? Alors jusqu'ici, déjà, on a mesuré ce bruit de goutte à une certaine hauteur. Donc on avait balayé un peu les différentes hauteurs, vu que suivant la hauteur de chute et la taille de la goutte, on ne va pas avoir les mêmes phénomènes qui vont se passer. Donc on a pu mettre en évidence un phénomène assez répétable dans une zone qui apparemment n'était pas très répétable. Et dans cette zone, on a pu mettre en évidence un mécanisme de formation de bulles qui est la base du son qu'on entend de ploc. Et ce mécanisme de formation de bulles est assez nouveau, n'avait pas encore été vraiment observé en détail. Donc en résumé, on a sur un même enregistrement un ralenti de la chute de la goutte, le son produit dans l'air et le son produit dans l'eau. En reliant tout ça, on a bon espoir de pouvoir comprendre pourquoi
ça fait ploc. Ces résultats ont été publiés, et en voilà un petit résumé. Première phase, l'impact. On peut découper le phénomène de chute de la goutte d'eau en plusieurs phases. La première phase, l'impact de la goutte, le moment précis où la goutte touche la surface. Ce qu'il se passe à ce moment-là, c'est que la goutte a une certaine vitesse et une certaine masse. C'est ce qui permet à la goutte d'eau de déformer la surface de l'eau en appliquant une force de pression sur cette surface. On a donc progressivement la formation d'un cratère à la surface de l'eau, dont la dimension dépendra de la force que la goutte applique à la surface. C'est-à-dire que la taille du cratère dépend de la masse et de la vitesse de la goutte qui vient de tomber. Plus une goutte est lourde, par exemple, plus le cratère sera grand. Si on mesure avec un micro ce qu'il se passe au moment de l'impact, on voit que le signal est assez lent, en fait. En fait, ce qui se passe, c'est que la goutte est littéralement juste en train de déformer la surface. Mais ça n'est pas ce qu'on entend. C'est un mouvement très lent et c'est quelque chose que nous ne pouvons même pas entendre. Comme quand je bouge ma main comme ça, par exemple. On dit que la fréquence est trop basse. Naturellement, le cratère va chercher à s'aplatir, à revenir à sa position de repos en fait. Sauf qu'il va revenir très vite sur lui-même et imploser. Deuxième phase, le jet. L'effondrement du cratère sur lui-même est suffisamment violent pour qu'il y ait un choc au centre du cratère. Pour s'en sortir, l'eau est projetée en l'air et forme un jet. C'est ce qu'on appelle le jet de Rayleigh, du nom de ce scientifique de la fin du 19e qui a d'ailleurs donné son nom à tellement trop plein de trucs en physique. Un truc hyper important avec les gouttes d'eau, c'est qu'elles cherchent toujours à former une sphère. Pendant que l'eau est projetée en l'air, celle-ci va se reconcentrer en gouttes sphériques. Je vous conseille la vidéo du projet Lutécium sur ce sujet d'ailleurs, le lien est en description évidemment. Bon, sauf qu'en fait, le jet ne produit pas le son qu'on entend. Le jet est silencieux. C'est en tout cas ce que les microphones arrivent à mesurer. Le jet finit par s'effondrer sur lui-même, après avoir expulsé cette petite goutte en l'air, et du coup on a à nouveau un petit cratère qui s'est formé, et au-dessus de lui, une petite goutte qui ne demande qu'à retomber. Et là, on touche au but. Troisième phase, la bulle. Finalement, la goutte retombe sur ce cratère, comme un couvercle, et vient emprisonner de l'air sous elle, pendant sa chute. De cette manière, on a maintenant une petite bulle d'air emprisonnée sous la surface de l'eau. Et c'est cette petite bulle d'air qui va générer le son ploc. Cette bulle d'air qui vient de se former, elle est assez instable, et elle vibre. Elle vibre à une vitesse qui dépend de sa forme. Or, les bulles, comme les gouttes, convergent vers une forme sphérique. Donc peu importe sa forme initiale, elle va se réarranger en une sphère. Du coup, pendant qu'elle change de forme, puisqu'elle continue de vibrer, plusieurs fois par seconde, la fréquence des vibrations va changer progressivement. Bref, cette petite bulle vibre, sous l'eau. Et en fait, on se rend compte grâce aux mesures que c'est ce mécanisme qui produit le son. C'est la vibration de cette petite bulle qui est responsable du son qu'on entend. Plus cette bulle est grosse, plus le son est grave, plus elle est petite, plus le son est aigu. On pourrait s'arrêter là, sauf qu'en fait, c'est pas si simple. Dernière phase, sauf qu'en fait, c'est pas si simple. Une bulle ne vibre pas de la même manière en fonction de sa profondeur. En l'occurrence, ici, la surface est juste au-dessus de la bulle. Or, plus la surface est proche, plus le son émis est aigu. Parce qu'en fait, ce qui donne ce son si particulier tient aussi au fait que la fréquence du son émis par la goutte change un petit peu dans le temps. On peut comprendre pourquoi avec les mains, elle a une certaine profondeur, et plus elle se rapproche de la surface, plus le son est aigu. Tout ça se fait progressivement, et c'est ce qui donne ce son si reconnaissable. Et alors d'un point de vue liquide, est-ce que tu as testé des choses différentes? Est-ce que tu as eu l'occasion de tester des liquides différents peut-être? Oui, alors déjà pour la première année, ce qui apparaît dans l'article, c'est de l'eau dans de l'eau. Voilà, c'était vraiment la base de comprendre déjà ce phénomène-là.
Et là, je suis en train de travailler en modifiant la tension de surface du liquide, Ok. donc en rajoutant ce qui peut être considéré un peu comme du savon, mais qu'on maîtrise un peu plus que du savon normal, pour essayer de voir comment ça modifie à la fois la dynamique du liquide à l'impact et l'acoustique qu'il y a derrière. Et alors, est-ce qu'il y a des applications auxquelles vous avez pu penser déjà? Oui, il y a pas mal d'applications. Si on arrive à extraire des paramètres acoustiques qui peuvent renseigner sur une des propriétés du liquide, comme la tension de surface, mais aussi la viscosité, par exemple, on peut imaginer pas mal de choses, comme un suivi de qualité de l'eau. Par exemple, on sait qu'il y a certains polluants qui vont modifier la tension de surface. Ouais. Donc, on peut imaginer un système de gouttes qui tombent en permanence. C'est pas trop compliqué à mettre en place avec un micro et une petite alerte qui détecte dès qu'il y a un paramètre acoustique qui varie, qui dit que la tension de surface est en train de diminuer. On va pouvoir mettre une alerte, par exemple. Donc, au lieu de faire des prélèvements de temps en temps et faire des analyses chimiques dessus, on aurait un système vraiment très simple à mettre en place. Ok, c'est super. Ok. Ça fait un moment qu'on voulait faire cette vidéo, mais on attendait que Gauthier finisse de publier son article avant de pouvoir en parler. D'ailleurs, merci à lui de nous avoir aidés à produire ce contenu. Il est en 3e année de thèse en ce moment, dans notre laboratoire, et on lui souhaite bien du courage pour la suite. Après cette courte pause estivale, de 3 mois, on essaye de reprendre un rythme de publication normal. Alors n'hésitez pas et dites-nous s'il y a des sujets qui vous intéressent et que vous voudriez qu'on traite en commentaire. Voilà, sinon n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, voilà. Je sais pas comment faire ça, je sais pas comment ils font les grands. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Bisous! Bisous! Ouais. Ça répond à une salle, je m'attendais pas.